Bonjour mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre participation à ce webinaire sur notre fonds obligataire BL Bond Emerging Market Sustainable. Ce fonds vient de changer de nom afin de marquer le caractère durable qui lui a été donné au cours des dernières années. Pour information, il vient également de se voir reconnaître la conformité avec l'article 9 selon la réglementation SFDR. La problématique de l'analyse de la durabilité des émetteurs souverains, surtout émergents, est particulièrement intéressante, car elle met en évidence des défis de taille, tels que la question de la gouvernance des États ou encore la disponibilité des données. Au cours de ce webinaire, Jean-Philippe Donguet, responsable de la gestion obligataire chez BLI, et Maxime Smekens, stratégiste marché émergent, vont vous expliquer la méthodologie qu'ils ont développée pour répondre à ces défis. Ils vous détailleront ensuite le positionnement du fonds BL Bond Emerging Market Sustainable, qui applique cette méthodologie et combine des investissements en dette souveraine émergente avec des investissements à objectif d'impact, que ce soit des obligations vertes ou de la microfinance. Avant de commencer, quelques mots sur Banque de Luxembourg Investments. BLI est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Nous gérons actuellement environ 14,5 milliards d'euros répartis sur 4 grandes classes d'actifs. Les actions, les obligations, la gestion diversifiée et enfin les fonds de fonds. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit en utilisant le système de Q&A mis à la disposition par le système Webex. Nous essayerons d'y répondre à la fin de cette présentation. Un résumé de la présentation sera également publié dans les prochains jours. Et maintenant, je laisse la parole à Jean-Philippe Donguet et Maxime Smekens. C'est à vous. Bien, bonjour tout le monde et merci de participer effectivement à cette présentation sur le BL Bond Emerging Market Sustainable qui s'aligne effectivement sur l'article 9 des SFDR. Je pense que l'objectif est confirmé par en particulier le régulateur sur volet effectivement durabilité que nous avons voulu donner depuis plusieurs années à ce fonds en particulier, mais aussi à notre gestion dans notre ensemble. Donc sans plus tarder, je vais parcourir rapidement la présentation en faisant un état des lieux d'abord des marchés. Nous allons ensuite passer plus de temps avec Maxime à analyser, à vous présenter le côté durable du fonds, du portefeuille, qui s'axe sur deux grands, je dirais, deux grandes stratégies. La première, c'est l'optimisation ESG sur l'ensemble des émetteurs souverains. La deuxième est plutôt liée effectivement à l'impact investing, tant via les obligations vertes que via l'impact alternatif, à savoir tout ce qui est lié à la microfinance et autres activités équivalentes. Alors, un bref rappel sur le portefeuille et sa gestion. Donc, nous avons un portefeuille qui investit dans la dette libellée en dollars des pays émergents, essentiellement de la dette souveraine, mais pas uniquement. Nous essayons effectivement d'attribuer un équilibre entre le volet financier et le volet de durabilité sur ce portefeuille. Nous pensons que nous pouvons clairement arriver à générer un return acceptable tout en gardant une certaine qualité au niveau des émetteurs et en optimisant les aspects de durabilité via notre scoring ESG. Nous n'excluons pas, malgré tout, de pouvoir monter relativement en duration. Vous voyez que notre échelle de duration peut aller jusqu'à 9, les marchés étant aux alentours des 7,5 aujourd'hui. Nous pouvons inclure près de la moitié de notre portefeuille des émetteurs corporate, et nous n'excluons pas effectivement de descendre assez fort en qualité sur le portefeuille. Nous restons investment grade aujourd'hui en moyenne sur le portefeuille. Voilà. Le fonds en lui-même a clairement une approche aussi opportuniste sur donc, des devises. Nous n'en avons pas pour l'instant, et sur du high yield, qui se trouve effectivement en position très limitée pour l'heure. Donc, la philosophie attribuée, appliquée à notre gestion dans notre ensemble reste la même pour ce portefeuille. Nous visons la qualité. Nous avons une gestion active qui n'est pas benchmarkée. Nous profitons clairement de l'hétérogénéité des marchés obligataires dans leur ensemble pour rechercher de la valeur. Et nous gérons suivant 3 critères, à savoir la duration,
le spread, donc la qualité d'émetteur, et de façon opportuniste, moins sur ce portefeuille, mais bien sur d'autres, sur les devises locales. Notre objectif reste celui de limiter la perte pour nos investisseurs en cas de correction des marchés et de réduire la volatilité autant que faire se peut. Donc, nous combinons à la fois une approche top-down, une analyse macroéconomique, qui va déterminer le positionnement que nous voulons donner à notre portefeuille, et une approche bottom-up, qui va, en plus de l'analyse du risque souverain, du risque crédit, intégrer un filtre ESG pour enfin aboutir à une construction finale du portefeuille BEL Emerging Markets Sustainable. Cette construction qui s'opère au sein de l'équipe de gestion obligataire est elle-même alimentée par tout ce travail d'asset allocation effectué en amont de l'équipe avec les différents gestionnaires des autres classes d'actifs. Et cette démarche, je dirais, d'asset allocation vise à clairement identifier le scénario, la conjoncture dans laquelle effectivement nous nous trouvons. Pour l'heure, il s'agit effectivement d'une reprise de l'activité, d'une expansion relativement inflationniste. Et donc, nous pensons être dans le cadran supérieur droit, ce qui nous amène, dans notre gestion de façon générale, à louer effectivement plus sur les émetteurs crédits, souverains émergents, sur les émetteurs effectivement entreprises, que ce soit au niveau effectivement des pays émergents, des pays développés, et sur d'autres portefeuilles sur les devises locales. Vous avez ici un exemple du type d'allocation d'arbitrage que nous pouvons opérer sur un axe rating en abscisse versus spread en ordonnée. Nous vous démontrons ici effectivement que notre objectif sur l'univers est celui d'identifier les émetteurs qui sont censés migrer du coin supérieur droit vers le coin inférieur gauche, à savoir avoir effectivement une amélioration de leur qualité d'émetteur qui entraînerait une surperformance, donc une compression de leur spread dans le temps. Ça a été le cas dans le passé donc, pour des émetteurs comme le Ghana, mais aussi comme, je dirais, la Russie, qui pour effectivement continue de se dégrader. A contrario, un émetteur turc a clairement confirmé sa dégradation dans la durée. Nous nous interrogeons aujourd'hui encore et toujours sur le Mexique, qui semble orienté dans la bonne direction malgré tout. Donc voilà, je vous épargne le processus de gestion et d'analyse, en tout cas dans son quotidien. Je vais tout de suite effectivement plonger dans les marchés avant de laisser la parole à Maxime. Donc clairement, notre opinion aujourd'hui reste très favorable sur les crédits, comme je le disais, en particulier sur les pays émergents. Si vous nous allons directement sur la troisième, je dirais, classe d'actifs qui est la dette souveraine des pays émergents. Nous indiquons ici que nous profitons clairement de la reprise de la croissance en Chine, de l'ouverture quelque part des économies, de la reprise, du rétablissement des échanges commerciaux qui entraînent de nouveau dans leur sillage un cycle haussier pour les marchés, les matières premières. Nous avons quelques inquiétudes ponctuelles, bien localisées, sur la campagne de vaccination, notamment en Inde et au Brésil, et sur des considérations plutôt d'ordre politique en Colombie, mais aussi plus récemment au Pérou, où je dirais, le candidat qui est susceptible effectivement de remporter les élections présidentielles, Pedro Castillo, s'avère être relativement populiste et à voir dans quelle mesure il remettra en question le contexte politique économique actuel. Pour le reste, au niveau de la dette d'entreprise, nous avons effectivement l'opinion la plus favorable, pensant que les entreprises issues des pays émergents vont bénéficier clairement de la relance, notamment asiatique. D'un point de vue technique, les spreads offerts restent relativement supérieurs à ce que l'on observe sur certains marchés de la dette d'entreprise dans les pays développés. Nous limitons notre exposition pour l'heure à ce type d'émetteur. Nous restons très opportunistes à ce niveau-là. Et nous avons clairement une démarche bottom-up. Idem, high yield nous permet effectivement de quelque part limiter notre exposition sur la duration
et de pouvoir aller rechercher de la valeur plutôt sur des émetteurs à haut rendement, mais étant à la frontière, je dirais, de la qualité investment grade. Donc, c'est en plus effectivement sur du W+, de façon générale, que sur du single B dans nos portefeuilles. Et nous avons effectivement des convictions, je dirais, qui sont fortes dans le temps et qui nous permettent d'aller maintenant nous exposer sur des devises, en l'occurrence le peso mexicain, le yuan chinois et la couronne tchèque en particulier. Et donc une conviction relativement solide sur les pays émergents. Nous menons donc à prendre des risques en termes de spread et de devises sur certains de nos portefeuilles, mais effectivement, c'est moins le cas pour le BL Bond émergent sustainable. La poche alternative impact, à savoir microfinance de façon générale, est en plein développement. Nous pensons effectivement allouer une part grandissante à cette, je dirais, classe d'actifs et nous vous présenterons dans un avenir très proche effectivement les développements une fois aboutis. Alors, nous avons quelques slides qui vont résumer quelque part les évolutions récentes sur les derniers trimestres des pays émergents pour que vous ayez effectivement une idée de ce qui se passe au niveau macroéconomique. Vous avez ici deux axes qui sont repris. En abscisse, l'axe reprend effectivement les données de croissance du PIB réel des différentes régions que nous considérons dans l'univers pays émergent. En ordonnée, nous avons l'inflation, donc l'indice des prix à la consommation, tel qu'effectivement affiché par ces régions. Et vous voyez sur les différentes régions, l'Afrique est celle qui enregistre la plus forte inflation sur le dernier trimestre, une inflation qui, pour l'ensemble des régions, à part peut-être pour l'Asie, est en progression de façon dramatique sur l'Afrique, en moyenne, hein, encore une fois, et de façon un peu moins dramatique sur l'Asie, sur l'Europe et sur l'Amérique latine. Mais clairement, l'ensemble de ces régions, peut-être un peu moins le Moyen-Orient, connaissent aujourd'hui un rétablissement effectivement de leur activité économique. La Chine pèse énormément ici sur la reprise, sur la relance de l'économie asiatique. Quand on regarde certains éléments du compte public, c'est ce qui pour nous importe le plus, on voit que donc sur les différents champs repris ici, que ce soit la croissance du PIB, sur le solde budgétaire, deuxième colonne, ou le solde de la balance courante, troisième colonne, ainsi que sur les données d'inflation ou de production industrielle, la croissance est évidemment l'activité est la plus forte en Asie. Elle se rapproche quelque part, je dirais, de niveaux relativement neutres sur les autres régions. L'Europe est dans le sillage, l'Europe de l'Est. Nous avons un rétablissement des comptes courants, des déficits qui restent importants malgré tout, et une inflation qui pointe effectivement son nez, sans pour autant être, je dirais, menaçante. Nous avions dans les années 2000 des inflations à deux chiffres, hein, comme on le voit d'ailleurs effectivement sur la région Afrique aujourd'hui. Donc, un contexte pour nous favorable au pays, avec quelques bémols en fonction de certaines situations. Et ici, vous voyez ces données reprises pays par pays pour certains des pays composant le portefeuille. De nouveau, croissance, solde budgétaire, colonne d'appui effectivement rouge vif. Donc les déficits sont clairement une source d'inquiétude pour nous. D'ailleurs, tant sur les pays développés que sur les pays émergents. Nous pensons que dans le cycle dans lequel nous entrons aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir une résorption progressive à la fois du solde, je dirais, de la balance courante, mais aussi des soldes budgétaires qui restent relativement gérables pour ces pays. Aujourd'hui, d'ailleurs, plus que dans le passé. Et une production industrielle qui confirme son retour. De façon générale, cadran inférieur gauche, vous avez en regard à la fois l'état des réserves de change, une donnée très importante pour ces pays qui doivent assumer, effectivement, servir une dette en dollars, hein, en devise autre que la leur. Et donc, vous voyez que pour l'ensemble des pays, nous avons des réserves de change qui sont effectivement en progression positive
sur la période observée aujourd'hui, c'est-à-dire avril 2020 à avril 2021. Nous avons un rétablissement des réserves, et ça, c'est effectivement à mettre en regard avec non seulement la production industrielle, la balance courante et clairement le cycle favorable des matières premières. Voilà, je pense que je fais le tour, un tour relativement succinct, mais qui vous permet de vous rendre compte de l'état de la classe d'actifs. Je propose de céder la parole à Maxime pour le volet durable du portefeuille, volet pour lequel nous passerons un peu plus de temps dans notre session. Merci Jean-Philippe. Pour commencer, je vais rapidement expliquer le contenu de la petite présentation. Donc, pour l'analyse de la durabilité, nous mettrons en contexte d'abord l'univers investissable face à l'analyse ESG, pour passer sur des cas plus concrets de choix d'allocation. Jean-Philippe reprendra la main pour les mouvements de gestion sur les portefeuilles, et ensuite nous finirons par le résultat de l'allocation sur le score ESG global du portefeuille. Donc, commençons par la contextualisation de l'univers d'investissement face au score ESG. C'est donc la slide que vous voyez là et le graphique sur la gauche. On retrouve donc la dispersion des émetteurs de dette en dollars, souverains émergents, dispersion caractérisée par le score ESG en abscisse et la notation de crédit des grandes agences de notation en ordonnée. La taille des pays représente le rendement moyen. Ici, c'est une simple moyenne des différentes maturités reçues lorsqu'un investisseur prend le risque d'acheter du papier de dette du pays. Comme vous les voyez dans les légendes du bas du graphique, les couleurs représentent les grandes régions et l'allocation des émetteurs souverains du portefeuille BL Bond, Emerging Markets, Sustainable est représentée par des X sur le graphique de dispersion. Donc, afin de mettre en contexte l'allocation souveraine face à la réalité du marché, nous avons séparé la dispersion assez brute à travers 4 cadrans. Donc, les axes de ces cadrans représentent la moyenne de chaque variable, des axes des abscisses et des ordonnées. Je tire votre attention sur le fait que ces moyennes, ici, sont définies sur les pays se trouvant dans l'univers investissable, uniquement donc des émetteurs souverains qui émettent de la dette en dollars. Donc, on a quadrifié donc, dans le sens horloger. Nous commencerons l'analyse dans le cadran en haut à droite. Donc, le cadran A est constitué des émetteurs ayant un score ESG correct et des notations de crédit solides, liées aujourd'hui, dans les conditions de marché actuelles, à un rendement malheureusement bas. Donc, ces émetteurs, comme vous le voyez sur le graphique, constituent la base de notre allocation de la poche souveraine du portefeuille. Dans le cadran B, qui est défini par un bon score ESG, mais une stabilité économique plus précaire, nous allons chercher du rendement à travers des convictions d'analyse. Le cadran C est quant à lui à éviter dans notre allocation du fonds qui priorise la stabilité économique et la transition durable. Nous allons chercher finalement dans le cadran D cette stabilité économique auquel on renonce un petit peu lors des investissements dans le cadran B, c'est-à-dire dans les convictions. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à les poser à travers l'espace Q&A. Françoise nous les fera parvenir à la fin de la présentation. Donc le cadre de l'univers d'investissement étant posé, selon les 2 angles majeurs de l'analyse et de la gestion, on a choisi de faire une comparaison d'émetteurs menant à un choix de location. Jean-Philippe, si tu sais passer à la slide suivante. Merci. Donc, pour la comparaison, nous avons choisi 2 pays d'Afrique à notation de crédit équivalente ou presque équivalente. Ici, on retrouve donc l'Égypte, qui est notée single B, et le Ghana, single B- pour l'agence de notation Standard & Poor's. Pour l'angle durable, ou les 3 angles, c'est-à-dire l'environnement, le social et la gouvernance, les 2 pays sont notés dans la même classification, c'est-à-dire que les pays ils sont notés entre les pays émergents d'Afrique et du Moyen-Orient. La représentation des scores historiques sur les angles d'environnement, de la gouvernance est claire. À notation de crédit équivalente, le choix du Ghana comme allocation dans un portefeuille durable est évidente.
D'ailleurs, si on s'attarde un petit peu sur les deux angles que nous observons, nous voyons une différence plus importante entre les deux pays sur l'angle de la gouvernance que l'angle de l'environnement. L'analyse de l'angle social est plus partagée grâce aux nouvelles réformes sociales que le gouvernement égyptien a mis en place depuis 2010-2011. Remarquons également que début 2020, l'analyse qualitative vient s'ajouter au quantitatif pour créer le score global. Le score global est néanmoins composé de maximum 15 à 20% de ce qualitatif, tandis que le score quantitatif occupe 80%, 80% du poids. Justement, en parlant de ce score quantitatif, si Jean-Philippe, tu sais passer à la slide suivante. Merci. Eh bien, afin de comprendre ce qui vient de nourrir ces différents scores vus dans la slide supérieure, excusez-moi, voici les données brutes qui viennent nourrir donc ces scores du modèle quantitatif, qui, je le répète, représente entre 75 et 75 pour nos amis belges et français, ou 80% des scores globaux. Donc, nous avons mis en avant ici certains indicateurs où le Ghana surperforme l'Égypte par des flèches. Par la mise en avant de ces différents indicateurs, et comme évoqué plus tôt, on comprend que de manière relative, le Ghana se démarque positivement de l'Égypte sur la majorité des variables du score. D'abord, sur la droite, si on regarde au niveau de la gouvernance, il y a bien 5 indicateurs, donc je ne sais pas si vous les voyez, à travers des flèches qui se retrouvent entre le nom des pays et les données. Ces 5 indicateurs sont, comme vous le voyez, donc l'indice de complexité économique. Donc c'est un indice qui mesure une intensité relative de connaissance d'une économie. C'est une donnée annuelle venant de l'Observatory Complexity Economic, qui était un think tank du MIT et qui est sorti du MIT pour devenir une entreprise indépendante en 2012, si je ne me trompe pas. Ensuite, le deuxième indice, oui, c'est un indice, deuxième variable sur lequel on voit clairement que l'Égypte est plus en retard que le Ghana, c'est l'indice d'incertitude économique lié aux politiques d'un pays. C'est une donnée trimestrielle. On voit sur cette donnée que l'orange, qui correspond en fait à l'historique du pays, est gravement détérioré sur l'Égypte. Ce qui veut dire que entre 2015 et 2021, l'Égypte a régressé de manière assez conséquente et significative sur cette variable. Sinon, les 3 variables supplémentaires, ce sont 3 variables, bien sûr, qui sont assez connues. Parmi les 6 des World Governance Indicators de World Bank, ici, ce sont de la Banque mondiale, pardon. Ce sont également des données annuelles. On retrouve dans ces 3 variables, eh bien, la stabilité politique, où l'Égypte est en retard, tout comme le Voice and Accountability, qui, lui, mesure le degré de décision du peuple sur la formation du gouvernement, ainsi que la liberté d'expression ou la liberté des médias. Et finalement, sur la qualité de la réglementation qui permet le développement du secteur privé. Donc, sur ces 5 indicateurs de données brutes, on voit clairement que le Ghana, sur la gouvernance, se démarque par rapport à l'Égypte. Sur l'angle de l'environnement maintenant, nous avons retenu 3 variables. Les émissions de serre liées directement aux déchets humains, donc c'est le premier que vous pouvez voir. Enfin, le troisième, pardon, en partant du haut sur le tableau de gauche. Donc les émissions de serre liées directement aux déchets humains, où le Ghana se trouve dans la moyenne de la distribution de l'Afrique, tandis que bien l'Égypte est avant-dernier ou dernier avec 28 tonnes annuelles de tonnes, attention, de CO2, de dioxyde de carbone équivalente par habitant. Ensuite, sur l'exposition annuelle de la pollution de l'air ambiant, également de la Banque mondiale, où on voit que l'Égypte est de nouveau grande dernière sur l'Afrique. Et finalement, sur le retrait d'eau par habitant, où l'Égypte utilise massivement cette eau provenant du Nil, majoritairement, pour son agriculture parfois intensive. Donc voilà, en ce qui concerne le social, c'est clairement plus partagé. On voit ce qui est intéressant pour le premier, le Ghana, qui
comme pour l'Égypte sur certains indicateurs de gouvernance, sur le donc Inform Human Risk Exposure, donc c'est l'exposition au risque humain calculé par Inform. Inform, pour votre information, est un forum en fait multi-acteurs qui a pour but de développer des analyses quantitatives pertinentes pour les crises humanitaires et les catastrophes au sein des Nations Unies. Donc, à travers cet indice-là, on voit que eh bien, le Ghana a fait des efforts pour contrer les problèmes liés aux risques humanitaires, mais ces dernières années a régressé sur l'indicateur, tandis que l'Égypte évolue, mais part d'une base plus faible. Le deuxième indicateur que nous avons relevé, c'est le Minimum Proficiency Reading. On voit que l'éducation est encore un problème en Égypte, ou en tout cas qui n'est pas encore taclé par les réformes sociales mises en place. D'ailleurs, ce sont des données qui viennent des Nations Unies, directement des objectifs de développement durable. Et vous voyez que l'indicateur juste au-dessus, qui est le minimum, on le voit mal sur le slide, j'ai dû le faire de manière assez agrégée, mais du coup, donc le minimum proficiency in mathematics, où il n'y a même pas de données existantes pour l'Égypte. Or, l'Égypte était quand même une économie assez importante dans la région. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'analyse fondamentale, donc pour la mise en perspective de l'allocation du portefeuille face à l'univers et une comparaison. Je vais laisser la main à Jean-Philippe pour expliquer comment est-ce qu'on a introduit cela dans la gestion. Oui, et donc le portefeuille a peu varié, en tout cas sur l'année 2021. On se positionne entre guillemets une fois pour toutes sur un émetteur, puisque nos convictions sont d'ordre macroéconomique et de durabilité. Donc vous comprendriez que clairement le turnover ou les arbitrages sont moins récurrents que pour un fonds plus opportuniste, comme nous en avons dans notre gamme. Et donc, là-dessus, effectivement, nos derniers, je dirais, arbitrages ou en matière ESG, d'ailleurs, essentiellement, et de durabilité, ont eu lieu en décembre de l'année passée. Et ont concerné quelques émetteurs en fonction à la fois de leur score ESG, mais aussi de la nature de leur émission. Nous avons effectivement cherché aussi à développer le portefeuille impact au travers des green bonds sur le portefeuille. Nous sommes donc quelque part d'effet, partiellement en tout cas, de certains émetteurs qui affichaient un très mauvais score ESG. Vous le voyez sur la troisième ligne en partant du bas, le Mexique avec un score de 38, le Guatemala avec un score de 30, ou encore l'Indonésie, plus parce que nous étions relativement bien exposés sur un score acceptable, une économie qui reste très forte. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une réunion de la Banque centrale indonésienne en ce moment même qui confirme la relance de l'économie indonésienne. Donc, nous avons arbitré ces positions en faveur d'émetteurs, je dirais, beaucoup mieux notés, que ce soit la Pologne et l'Arabie saoudite, mais essentiellement sur un green bond, que ce soit le Chili sur un score ESG effectivement nettement supérieur, ou encore la Chine via de nouveau un green bond sur un émetteur corporate. Et Maxime vient de vous présenter effectivement le cas du Ghana avec un score relativement élevé de notre point de vue à 63. La Jamaïque est un peu, je dirais, le pivot de notre gestion ESG parce qu'on a un émetteur single B mais qui affiche un score ESG relativement élevé à 57. C'est clairement le type d'émetteur qui reste relativement, comment dirais-je, difficile pour nous à gérer, à l'instar peut-être de l'Argentine, émetteur pour lequel il a été évident à un moment donné qu'il fallait que nous en sortions. La Jamaïque a encore une qualité d'émetteur
relativement faible, mais apporte clairement en termes ESG une certaine valeur à notre portefeuille. Et donc, de façon plus détaillée, vous avez ici des différentes opérations effectuées effectivement sur le mois de décembre. En vert, ce sont les opérations donc, qui ont fait l'objet d'un accroissement de l'exposition. Donc, la société saoudienne électrique, les utilities sud-coréennes sont entrées dans le portefeuille. Le Chili, je vous le disais, sur le score ESG, et le Ghana, la Jamaïque, et vous avez des sorties sur des émetteurs moins bien notés en termes ESG ou simplement aussi ayant une échéance relativement courte, comme la Perusahan, qui était une green bond. Nous avons donc arbitré aussi dans l'univers green bond en sortant d'échéances courtes pour aller sur des échéances plus longues. Voilà un peu le détail de nos opérations de la fin d'année passée qui ont effectivement mené à une nette amélioration du profil de durabilité de notre portefeuille, comme nous présentons ici, entre juin 2020 et mai 2021. Vous voyez un portefeuille qui affiche les critères, enfin effectivement les caractéristiques classiques de rendement et de duration relativement en ligne avec notre, je dirais, philosophie de gestion. Un rendement de 2,2% en juin, 4 de duration, un rating de l'ordre de triple B plus, et un score ESG en juin de 53,76. Améliorons effectivement ce score. En mai 2021, il se situe à 55,46 avec des caractéristiques marché, duration et rendement à l'échéance relativement, je dirais, proche de ce que nous avions il y a un peu moins d'un an maintenant. En termes d'allocation sur les différentes stratégies. Donc, vous voyez dans le dernier tableau, celui du bas, que nous avons clairement augmenté l'allocation sur les green bonds, tant sur le volet corporate ou utilities à 5,66, qui sont parfois des quasi-étatiques, hein, mais que nous classons comme corporate. Sur le souverain, sur effectivement donc poche encore peu exploité en termes d'obligations vertes sur le marché des obligations vertes. Et nous avons réduit quelque peu le souverain en dollars, comme je le disais, Mexique, Indonésie et Guatemala ayant fait l'objet effectivement d'une réduction de leur position dans le portefeuille. La microfinance tend je dirais, comment dirais-je, perdre un peu de son exposition, son allocation naturellement, avec la croissance du portefeuille sur les autres classes d'actifs. Et donc, voilà ce que cela effectivement donne de façon plus imagée en termes d'évolution du score ESG sur le mois de décembre, mais déjà précédemment à cette période, vous voyez que nous passons d'un score de 53 à l'été 2020 à un score proche de 56 sur la fin de l'année 2020. C'est la ligne dorée, effectivement, qui représente le score ESG du Fonds Bond d'émergence sustainable. Nous avons en regard de ce score celui de notre univers investissable. Donc, nous avons clairement reconstitué un univers que nous considérons proche de notre philosophie d'investissement. Et là, nous voyons que nous avons un score ESG plutôt de 50,4, ce qui, pour nous, effectivement, confirme que nous avons cet effort sur la durabilité qui paye d'une certaine façon. Voilà. Alors, sur l'impact investing alternatif, comme sur le volet des obligations vertes, nous pourrions nous attarder et vous présenter certains cas. Nous avons ici l'Asian Development Bank, pour laquelle, par exemple, nous avons effectivement identifié les objectifs de développement durable qui sont
ciblés par cette émission. Nous travaillons de concert avec notre équipe SRI à ce niveau, clairement, pour mapper l'ensemble effectivement de nos émissions présentes dans nos portefeuilles, dans l'ensemble de nos portefeuilles, et identifier les ODD, Objectifs de développement durable, ou SDGs, que nous arrivons à toucher via nos portefeuilles, notre portefeuille d'Impact Investing. Au niveau de la microfinance, vous avez ici un autre cas qui est celui de LOLC, une structure de leasing au Cambodge, qui va effectivement s'attarder à faire quelque part du leasing financier sur des micro-agriculteurs dans la région. Et nous avons clairement un conseiller qui nous accompagne là-dessus. Nous identifions les différentes, je dirais, métriques à suivre. Je dirais comme par exemple le prêt moyen par emprunteur, comment dirais-je, les considérations liées à la qualité du portefeuille en termes de retard de paiement. Ici, vous voyez effectivement la donnée par 30 que nous suivons énormément. Donc, c'est le portefeuille à risque qui n'est pas remboursé, qui a un retard de plus de 30 jours. Nous avons un volet effectivement plus social qui est fourni par notre conseiller. Et donc, nous suivons pour chacune de nos positions en microfinance ce type de données de façon régulière. Une revue rapide du portefeuille. Je pense que nous avons effectivement déjà fait un bon tour, en tout cas au niveau durabilité. Je vous disais, nous sommes sur un portefeuille qui affiche un rating de BBB+, avec une duration, une maturité de l'ordre de 4,7 ans. À savoir que si l'on regarde les marchés émergents, globalement, en tenant compte plutôt des indices JP Morgan, cette fois, nous sommes sur un rating de BB, des durations plus de l'ordre de 7,5. Nous affichons en avril un rendement de 1,7. Entre-temps, nous avons continué à encaisser effectivement la hausse des rendements, compte tenu de la correction sur la classe d'actifs. En termes d'allocation, je dirais, par stratégie et classe d'actifs, nous sommes majoritairement sur la stratégie que Maxime vous a présentée, celle de l'optimisation ESG sur le souverain. Nous avons une poche effectivement faite de green bonds, pour près de 15%, et nous sommes relativement effectivement défensifs avec une position de cash à 12%. Nous allons utiliser au fur et à mesure que la correction effectivement se déroule. En termes régionaux, nous avons une position relativement importante en Amérique latine et en Europe de l'Est. Viennent ensuite effectivement l'Asie du Sud-Est, où il est plus difficile de trouver effectivement des opportunités. Et cette position cash qui effectivement reste importante dans notre portefeuille. Voilà, la majorité de nos émetteurs sont souverains, pour près de 77%, le reste étant effectivement considéré comme corporate. Notre allocation par échéance est relativement équilibrée sur essentiellement des échéances courtes à moyenne. Seuls 11% ne sont à plus de 10 ans. Pour le reste, nous sommes effectivement un peu sur le ventre de la courbe des courbes de taux de nos émetteurs. En termes de performance, nous avons une performance, je pense, en ligne avec le profil, la philosophie d'investissement et en ligne avec les attentes de nos investisseurs qui tolèrent difficilement un haut degré de volatilité. Donc, nous l'assumons dans la construction de notre portefeuille. Nous nous démarquons par rapport effectivement peut-être à nos pairs à ce niveau-là. Nous avons repris assez rapidement de la correction, comment dirais-je, enregistrée durant la période Covid, là, sur mars 2020. Et vous voyez effectivement que par rapport au marché, sur le graphique inférieur droit, le cadran inférieur droit, quand on compare le fonds d'émergence sustainable au marché, on voit bien effectivement que l'on arrive à limiter facilement le drawdown. Malheureusement, nous n'avons pas le même degré d'accélération que les marchés. C'est clairement la caractéristique de notre gestion.
et aujourd'hui, je pense qu'elle a été bien communiquée dans le temps. Pour ce qui est des différentes caractéristiques de rendement, de duration modifiée sur les volets investment grade ou high yield, de nouveau, on note effectivement une différence entre le fonds et en termes de rendement et les marchés, de nouveau, nous allons effectivement être sur une position, en particulier ici, high yield, relativement plus défensif pour notre fonds que ne le sont les marchés. En termes de duration modifiée, nous voyons effectivement que nous sommes plus preneurs de risques sur le volet investment grade et nettement moins sur le volet high yield. Voilà, donc, enfin, pardon, ça, je vais présenter plutôt les caractéristiques, effectivement, de version modifiée à ce niveau-ci. Et en termes d'allocation poids, vous avez ici notre allocation sur l'investment grade qui est relativement plus importante pour nous que pour le marché. Et nous sommes majoritairement, effectivement, sur l'investment grade, contrairement aux marchés qui sont majoritairement exposés sur le high yield. Nous avons ici un graphique qui reprend à la fois pour le fonds, donc cadran supérieur, mais aussi pour les marchés, la différence effectivement de performance, tant sur la poche high yield que sur la poche investment grade. Notre fonds affiche une performance plus forte sur le high yield, 4,15%, donc qui va contribuer donc, depuis le mois d'octobre 2020 à quelque part à la performance globale du portefeuille. Nous voyons que cette performance de notre poche high yield est 2 fois moindre que la performance de la poche high yield des marchés, donc ce qui confirme notre positionnement plus défensif sur les marchés et sur le segment high yield. Idem sur, je dirais, investment grade, nous allons être relativement plus défensifs, donc perdre moins, contrairement aux marchés qui, sur la période observée, sont un peu, je dirais, plus volatiles. Voilà, sur 6 mois, 1 an, 3 ans, comparaison du portefeuille par rapport à ses pairs, par rapport au marché. Ce sont des données que nous regardons peu parce que nous n'avons pas de benchmark, nous ne travaillons pas effectivement forcément sur un track record. Mais voilà, ce sont des informations qui permettent effectivement de rendre compte effectivement je dirais, des caractéristiques du portefeuille, donc qui est systématiquement en premier quartile en termes de volatilité, un peu moins bon sur les périodes courtes en termes de performance et qui se confirme quelque part sa stabilité sur le plus long terme. Je pense que nous avons tout dit sur le fond. Je propose peut-être d'ouvrir effectivement la séance aux questions-réponses, s'il y en a. Alors, merci Jean-Philippe, merci beaucoup Maxime. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Vous pouvez le faire via le système de Q&A dans l'outil Webex. En attendant les éventuelles questions, je tenais déjà à vous remercier de votre participation à ce webinaire, de votre intérêt dans les stratégies de BLI. Je tenais également à remercier tout particulièrement Jean-Philippe et Maxime pour le temps qu'ils ont pris à préparer cette présentation et pour la présentation en elle-même qui était très intéressante, je pense. Je ne vois pas de questions arriver. Je tiens à vous rappeler que nous allons publier un résumé de cette présentation dans les prochains jours, ainsi que le replay de la présentation vous sera également envoyé. Si vous avez des questions qui viennent après cette conférence, n'hésitez pas à les envoyer à votre responsable commercial qui se fera un plaisir de les faire suivre à Maxime et Jean-Philippe pour qu'ils puissent y répondre dans les plus brefs délais. Toujours pas de questions, donc je pense que nous pouvons clôturer maintenant ce webinaire. Encore merci à vous pour votre participation. Merci Jean-Philippe, merci Maxime.
Et je vous souhaite à tous une excellente semaine en espérant que la météo soit plus favorable pour tout le monde d'ici le week-end prochain. Merci beaucoup et bonne fin de journée. C'est Bonne journée.